Salut Clémence! Bonjour Sandra. Comment tu vas Clémence avec ce bon temps de merde apparemment à Paris? Écoute, ça va bien. Oui, malgré ces temps pourris qu'on a, tout va bien. Bon, c'est déjà ça. Oui, Ma chère Clémence, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots? bien sûr. Alors, je m'appelle Clémence, j'ai 31 ans et je vis en région parisienne. Je suis atteinte aussi de la mucoviscidose, donc c'est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires et le système digestif. Et j'ai été greffée des poumons quand j'avais 16 ans. Donc ça fait aujourd'hui 15 ans que je vis avec les poumons de quelqu'un d'autre. Et c'est juste incroyable. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est quelque chose de tellement, tellement peu commun que je trouve ça incroyable. Donc tu vas tout nous raconter Clémence, tu Mhm. vas tout nous expliquer. Donc effectivement, tu as découvert tes parents, j'imagine, ont découvert que tu avais la mucoviscidose quand tu étais bébé. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé et comment tu en es arrivé à faire une greffe à l'adolescence? Est-ce que tu peux du coup revenir un petit peu en arrière et nous raconter, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que c'est exactement la mucoviscidose et quels symptômes tu peux ressentir? Comment on vit avec la mucoviscidose? Jusqu'à en arriver du coup à cette greffe où on va comprendre, comment tu as fait pour avoir un don d'organes. Est-ce que, c'est quelque chose que tu voulais? Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais peur? Ça fait beaucoup de questions, donc la première chose la première chose, pardon, je m'emballe. La première chose, c'est peut-être nous raconter comment tu as vécu, toute cette année avant la greffe. Toutes ces années. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses à raconter. Ça peut être très long, mais je vais essayer de faire assez court. On a découvert que j'avais la mucoviscidose à ma naissance, parce que déjà, il faut savoir que c'est une maladie génétique qui se transmet par les parents. Il faut que les 2 personnes, enfin les 2 parents aient, le gène de la mucoviscidose. Et il y a une chance sur 4 que l'enfant naisse avec la mucoviscidose. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. On a découvert ça, donc j'avais, je sais pas, 1 mois et quelques et j'ai enchaîné donc les hospitalisations, le traitement contre la mucoviscidose, à savoir des séances de kinésithérapie respiratoire, des aérosols, parfois aussi même des cures d'antibiotiques lorsque, eh bien, mes poumons étaient beaucoup trop encombrés et puis, j'avais et j'ai toujours, ceci dit, une vingtaine de médicaments, à prendre par jour. Ah là là, Ça fait pas mal, mais on c'est énorme. s'habitue, on s'habitue, mais oui, c'est quand même assez énorme et vers mes 5 ans, j'ai subi une lobectomie, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé la moitié du poumon gauche parce qu'il était beaucoup trop, infecté et en fait, il faut savoir que la mucoviscidose, ça touche le système respiratoire et aussi, le système digestif. Donc moi, j'avais une atteinte, beaucoup plus sévère sur les poumons. C'est un peu comme si j'avais, une bronchite sur le long terme, où je tousse, tout le temps, où voilà, j'ai besoin d'évacuer toutes ces sécrétions qui sont dans les bronches et qui me gênent et qui peuvent aussi, s'infecter. D'où le fait qu'on doit, faire des cures d'antibiotiques, quand c'est nécessaire, en fait. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. J'ai lu, donc sur ton compte Instagram qui est très bien fourni puisque tu partages énormément de choses, sur cette maladie et sur, les personnes qui sont greffées. Et donc tu expliques qu'une personne atteinte de la mucoviscidose possède les mêmes poumons qu'une personne qui aurait fumé 20 paquets de cigarettes par jour pendant 20 ans. C'est ça, exactement. C'est assez hallucinant Ah ouais! et pourtant c'est vrai. C'est une source, alors je j'ai plus la source exacte, mais c'était sorti il y a très longtemps, hem, où effectivement on a des poumons, dans un état, pitoyable, vraiment, sans pourtant fumer. Donc C'est heu, ouf. donc voilà, donc moi mes poumons, je pense qu'ils étaient, bien bien noirs avant qu'on me les change, bien dégueu comme on pourrait dire et ouais, c'est assez impressionnant et c'est surtout qu'on est dans un état, de fatigue et on est aussi très, très essoufflé. Et donc tu as vécu, donc avant cette greffe, j'imagine que tu faisais beaucoup de séjours à l'hôpital. C'était quoi ta vie en fait exactement? À quoi ça ressemble, une vie Alors quand on a ma cette vie, maladie? c'est comme une vie, normale de quelqu'un, qui se lève le matin pour aller travailler, pour aller à l'école. Sauf que moi, en plus de ça, j'avais mes soins. Donc il fallait que j'organise ma vie, en fonction de la maladie, en fonction des rendez-vous médicaux, en fonction des soins. Donc le matin, j'avais, ces médicaments à prendre, j'avais aussi parfois des aérosols à faire avant de partir à l'école. Je partais à l'école
et je rentrais le soir et en plus de mes devoirs, ma journée n'était pas finie. Il fallait que je fasse encore mes traitements, donc les aérosols, la kiné, les médicaments à prendre par jour et ça, c'était, 7 jours sur 7, en fait. Il y avait jamais de répit, même pendant les vacances, même pendant les week-ends, c'était toujours comme ça et tous les 3 mois à peu près, c'était, des rendez-vous médicaux. Je crois que c'était même peut-être un mois, toute, 1 fois par mois, où j'avais rendez-vous à l'hôpital pour mon suivi, savoir si tout allait bien, comment je me portais et cetera. Donc c'est une organisation. Il Oui, faut arriver à trouver, voilà, cet équilibre entre, les traitements et puis d'avoir une vie normale. Parce que forcément, si on veut avoir une vie, presque normale, il faut arriver à maintenir la santé, stable. Donc forcément comment dire? Ça comporte, des ouais, des, mmh, des contraintes. des contraintes, Ouais, exactement. tout à fait. Et est-ce que donc quand tu étais jeune, est-ce que c'est quelque chose que, tu cachais à tes amis ou, tu as toujours été, entre guillemets, «à l'aise»? Parce que j'imagine qu'on c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de partager, avec son entourage ou à l'école. Comment ça se passait pour toi dans ta tête, en fait? Alors, ça se passait, je m'en cachais pas, mais je le criais pas non plus sur les toits. Dans le sens où de toute façon même alors la mucoviscidose ça se voit pas, c'est pas une maladie visible, mais ça peut s'entendre par la toux parce qu'on tousse, beaucoup, régulièrement. On peut être très essoufflé, on peut être fatigué et aussi par les cicatrices qu'on peut avoir sur le corps. Donc moi, je me souviens très bien que quand j'étais, à l'école, en primaire, on me demandait souvent, «C'est quoi cette cicatrice que tu as?» Et je répondais toujours: «Bah, je suis tombée à vélo et Ah! je me suis fait mal et je suis tombée à vélo» parce que je n'osais pas dire la vérité, en fait, tout simplement parce que je pense que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur, de ce qu'on allait penser, j'avais cette «peur» entre guillemets de savoir que j'étais différente et de est-ce qu'on allait quand même, m'aimer pour ce que je suis et du coup, c'est vrai que, je brodais un petit peu, je trouvais toujours des petites histoires à à raconter et Bah, bien puis il y a sûr. des fois où j'avais, en fait, tout simplement pas envie de rentrer dans les détails et je leur disais: «Ouais, je suis tombée à vélo et je me suis ouvert et puis du coup, c'est pour ça que j'ai une cicatrice». Parce que tu subis quand même des opérations, du poumon, c'est ça? Régulièrement ou c'était Non, 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 ça c'était vraiment, j'ai eu la greffe et puis à 5 ans, j'ai eu cette lobectomie donc qu'on m'a enlevé la moitié du poumon ah gauche. oui, c'est ça. Mais sinon, j'ai pas eu d'autres opérations au niveau des poumons. Par contre, j'ai eu d'autres opérations. Bon, après, j'ai eu l'appendicite, c'est un peu comme tout le monde. J'ai eu une opération où en fait, on m'a installé, enfin, on m'a mis une sorte de bouton gastrostomique. C'est ce qui permet en fait de pouvoir m'alimenter parce qu'avant ma greffe, ouais, depuis que j'étais née, je n'arrivais absolument pas à m'alimenter comme quelqu'un de normal. J Pour moi, pour manger, c'était très compliqué, je n'aimais rien, j'avais jamais faim parce qu'en fait, c'était dû à l'infection que je pouvais avoir, à longueur de temps. Donc manger un petit pois ou une bouchée de purée et cetera, pour moi, c'était un énorme, ça me demandait un effort, incroyable. Je n'aimais pas manger, je n'aimais pas la nourriture et du coup, je ne prenais pas de poids. Donc j'étais très affaiblie, j'étais très fatiguée. Donc pour me maintenir, on va dire, stable, et en vie le plus longtemps possible, on m'a, du coup installé, au niveau du ventre ça s'appelait un bouton Mickey où en fait, je l'utilisais que la nuit, où pendant toutes les nuits, j'avais des perfusions qui passaient pour, m'alimenter. Waouh! Ouais, c'est Donc impressionnant ça, hein. donc ouais, j'ai eu ça, ils me l'ont installé, j'avais 8 ans et puis jusqu'à la greffe, donc jusqu'à mes 16 ans. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu te rendais compte de la gravité de ta maladie quand tu étais petite? Je m'en rendais compte et en même temps, je pense que j'étais, dans cette insouciance de l'adolescence et de quand tu es enfant où tu te rends pas bien compte des choses, mais je savais que j'étais différente des autres, je savais qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire, donc c'était compliqué aussi de suivre, les copains à l'école parce que, il y a des choses qui m'étaient interdites, il y avait des choses, que je pouvais pas faire, qui me demandaient beaucoup d'efforts et cetera. Donc je le savais,
mais pas autant, effectivement que peut-être, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et alors à 15 ans, qu'est-ce qui se passe à 15 ans? Pourquoi tu as fait cette greffe à 15 ans et pas avant ou pas après? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de, est-ce qu'il y a eu un déclencheur pour que tu fasses cette, demande de greffe? Alors, en fait, jusqu'à mes 15 ans, ma maladie, en fait, plus j'avançais dans le temps et plus elle prenait le dessus. Elle se dégradait, en fait, petit à petit. Donc j'ai eu pendant ces 15 ans, voilà, j'ai essayé de m'organiser, de vivre entre, combiner, les traitements avec, ma vie à l'école et cetera. Et puis, vers, c'était ouais 15 ans, quelque chose comme ça, où en fait ma santé elle s'est soudainement dégradée, heu, vraiment, enfin c'était petit à petit, mais il y a eu un moment où, là les antibiotiques, qu'on me prescrivait, enfin qu'on me donnait ne faisaient plus effet. La séan Une seule séance de kiné respiratoire ne me suffisait plus. Les aérosols n'étaient plus efficaces non plus. En fait, il y avait plus aucun traitement, qui agissait sur moi et qui pouvait donc me soigner ou maintenir dans un état stable, pendant encore longtemps. Et je l'ai remarqué parce que j'étais de plus en plus fatiguée, j'étais de plus en plus essoufflée, surtout je pouvais, enfin, par la fatigue et l'essoufflement, j'arrivais plus à rien faire de moi-même. C'est-à-dire que, marcher, m'habiller, prendre une douche, parler, rigoler et aller à l'école. Enfin, en fait, toutes les choses qu'on fait, machinalement au quotidien, c'était des choses pour moi qui m'étaient, impossibles de faire tellement j'étais, fatiguée et surtout essoufflée. Donc c'est là où, on a commencé à se dire que ouais, que là, la maladie avait clairement pris le dessus. Donc mon médecin, c'était en janvier 2005, il a commencé à me parler de la non, en janvier 2006, pardon. Il a commencé à me parler de la greffe bipulmonaire en me disant que là, ça commençait, à être important, enfin, que j'arrivais, plus en phase terminale de la maladie qu'autre chose. Et à ce moment-là, moi, c'est vrai que, là, quand tu as 15 ans, que le médecin il te t'annonce ça, tu es jamais vraiment prête, donc Waouh. Mmh. ça a été assez dur à, mmh, à À entendre. encaisser Mmh. et à entendre et à accepter aussi. Et par la suite, en fait, étant donné que j'étais beaucoup trop essoufflée, il m'a dit déjà, d'arrêter d'aller à l'école parce que de toute façon, j'arrivais même plus à suivre les cours. Il m'a mis sous oxygène, donc j'étais sous oxygène, toute la journée pendant mes efforts. Enfin, en fait, à la fin, je m'en passais plus, j'arrivais plus à m'en passer parce que c'était ça qui me permettait d'arriver à respirer. Et la nuit, j'avais un appareil qui respirait carrément à ma place. C'était même encore plus que l'oxygène. Waouh! Donc en plus d'avoir l'alimentation, la nuit, j'avais aussi une sorte de masque qu'on me plaçait sur le visage qui clairement respirait à ma place, en fait, pour permettre à mon cœur de se reposer parce que moi j'étais, beaucoup trop fatiguée. Et puis j'étais en cure d'antibiotiques en continu parce que, les traitements, enfin les antibiotiques, ils faisaient plus effet, donc là, il fallait que ça soit sur du continu. Et j'avais de la kinésithérapie respiratoire 3 fois par jour, des aérosols, plus les médicaments. Enfin, vraiment vers la fin, j'allais plus du tout en cours, quoi. J'étais vraiment chez moi et puis j'étais à fond dans les traitements, pour me maintenir stable, pour que je puisse avoir cette fameuse greffe. Waouh! Parce que sinon ça c'est assez complexe la greffe, parce qu'il faut pas qu'on soit trop mal, mais pas non plus, trop bien pour être greffé. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est assez particulier. Faut arriver à trouver on va dire un équilibre, un juste milieu, parce que si tu es trop mal, si tu es trop fatigué, une telle opération aussi lourde, tu tiendras pas, et si tu es trop bien, ils se disent que, pour l'instant ça va et que tu en as pas besoin. Ah oui, d'accord. Donc voilà, Waouh! faut être dans cet équilibre-là, on va dire. et heu Et combien de et mois puis tu as attendu alors? j'ai attendu 5 mois à peu près, Donc en dans fait, ce rythme de vie-là? et dans ce rythme de vie-là. En fait, toute l'année 2006, ça a été ce rythme-là, ça avait déjà commencé en 2005, mais c'est vraiment en début 2006 que le médecin il m'a
voilà, il m'a placée sous oxygène et cetera et j'étais tellement fatiguée d'ailleurs pour me déplacer que je me déplaçais en fauteuil roulant. Ah bah, ouais. Donc Ouais, là aussi, c'est pas c'était une vie, quoi. compliqué parce que, bah, c'est pas une vie et puis surtout quand tu as 15 ans Ah et puis ouais. tu subis le regard des autres parce que c'est vrai que quand on me voyait, une jeune fille de 15 ans, fauteuil roulant, sous oxygène, qui a une tête, de cadavre parce que, je suis complètement affaiblie, et complètement maigre aussi et cetera donc c'était assez compliqué. Donc je sortais pas beaucoup de chez moi non plus. J'étais très souvent, dans ma chambre et puis, bah, c'est là où j'ai créé mon Skyblog pour, passer le temps, pour raconter un peu, ma vie à ce moment-là C'est bien que tu et fait ça. ouais, c'est cool, bah, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a Bah, permis bien aussi sûr. de garder un peu le pied, dans le monde extérieur Oui. parce que j'étais complètement, isolée, donc je voyais aussi très peu mes amis. J'en ai perdu beaucoup aussi à ce moment-là parce que, bah, forcément, eux, ils étaient dans l'âge de sortir, de faire la fête, les études et cetera donc pour eux, c'était pas quelque Ouais, chose, voilà, ils qui comprennent pas, ils ça leur fait non, c'est peur en ça, plus exact. peut-être? Oui, Bah en oui. plus, certainement. Donc c'est pour ça enfin, je avec du recul, aujourd'hui, je leur en veux pas parce que on réagit tous différemment face, à quelqu'un qui est malade donc et puis surtout quand on a 15 ans, quoi. Bien sûr. Et cette greffe, tu comment ça se passe? On fait une demande de greffe et on attend? On ne sait absolument pas la probabilité d'avoir un organe? Alors, comment ça s'est passé? À partir du moment où, en fait, il m'a parlé de cette, bah, de l'issue de la greffe, j'ai commencé à avoir plein d'examens à faire, pour voir, en fait, quelle serait la compatibilité avec l'autre personne, enfin le donneur. Donc j'ai eu tout un tas d'examens à faire sur plusieurs mois et une fois qu'on avait, rempli, tous les examens, que j'avais fait tous les examens, j'ai été, mise sur la liste d'attente, de greffe. Donc ça a été fait en juin 2006. Donc entre janvier et juin, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés, bah, voilà, avec tous les examens qu'il y avait à faire et cetera avant et à partir du moment où tu es placé sur la liste d'attente, tu ne sais pas combien de temps tu vas attendre. On ne sait pas, ça peut être, 2 jours, comme, 3 mois, comme 3 ans. C'est, Mon Dieu. hyper, hyper aléatoire parce qu'en fait, tout dépend de la conta de bah, enfin voilà, du donneur qu'on va pouvoir, te trouver qui sera compatible avec le receveur. Donc c'est ouais, c'est hyper, on peut pas savoir. Donc tu as Donc eu finalement, j'imagine que le délai que tu as obtenu, c'était un délai court, donc c'est une chance que tu as ouais, eue, c'est énorme, totalement. c'est J'ai eu de énorme. la chance, ouais, ouais. Je pense que de toute façon, je n'aurais pas eu cette greffe au mois de novembre, j'aurais pas passé, la fin de l'année, ça c'est sûr. Ah oui, purée. J'étais vraiment à la fin, Mon Dieu. trop trop mal pour, encore attendre et attendre. Donc elle est arrivée, au bon moment et ce qui est assez ouf aussi, c'est que j'avais été appelée une première fois, c'était un vendredi 13 octobre et j'étais à l'hôpital, j'avais été hospitalisée en fait pour, des nutritions et déshydratation parce que du coup, je me nourrissais plus non plus et donc là, j'étais vraiment, affaiblie, j'étais pas bien donc j'avais fait un petit séjour à l'hôpital et j'avais été appelée quand j'étais à l'hôpital. On m'avait emmenée dans l'autre hôpital, là où on fait les transplantations, donc dans le centre de greffe et je sais plus, quelques heures après que je sois arrivée, le chirurgien était venu me dire, enfin dire à mes parents que, finalement l'organe qui était, transporté, n'avait pas pu décoller en fait à cause du brouillard. Il venait de l'est Oh là là. apparemment et il venait en hélicoptère et en fait, c'était en plein ouais, c'était au mois d'octobre et il y avait du brouillard donc l'hélicoptère n'avait pas pu décoller. Donc je n'avais pas été greffée cette fois-ci et le chirurgien avait dit à mes parents: «Vous en faites pas, si c'est pas cette fois-ci, ça sera la prochaine. Que si ça devait pas se faire là, c'est qu'il y a une bonne raison, il y a pas de hasard, celle la prochaine sera la bonne». Et un mois après, même pas, le 19 novembre, j'ai été appelée, là j'étais chez moi et c'était 1 heure du matin et ce que j'ai pas dit non plus, c'est que j'avais un téléphone, portable, spécialement pour la greffe. C'est-à-dire que, le jour où on m'appelait pour la greffe, je savais que c'était ça, enfin ça C'est il sonnait sur incroyable. ce téléphone.
Donc c'était ah ouais, c'est incroyable en même temps, tu vois? C'était stressant Ah, parce que, c'est hyper stressant. tu es là, tu regardes le téléphone, tu te demandes à quel Oh mon moment ils vont Dieu. t'appeler. Donc et quand ça sonne, et c'est arrivé plusieurs fois que le téléphone, sonne, mais par exemple, c'était des erreurs d'appel, enfin de Ah! numéros et cetera. Donc Ah mon c'était des Dieu. faux espoirs, des Mais de pourquoi la est-ce qu'ils tension donnent un émotionnelle. numéro, un téléphone exprès pour la greffe? Pour qu'on soit joignable en fait, qu'on sache que ce téléphone, il est vraiment dédié à ça et que, bah, tu le gardes toujours sur toi, quoi. Mais je sais pas s'ils le font encore aujourd'hui. Moi, en tout cas, c'était comme ça il y a 15 ans, en 2006. Maintenant, je pense qu'il y a plus ce téléphone-là. En tout cas, pour avoir échangé avec d'autres personnes qui se sont fait greffer, ils m'en ont pas parlé, donc je pense que ça doit plus être d'actualité. Mais à cette époque-là, j'avais ce téléphone-là et quand ils m'ont appelée, là, j'ai tout de suite compris que c'était pour la greffe, quoi. Et là, tu as ressenti quoi? Qu'est-ce qui se passe, d dans ta tête, dans la tête de tes parents à ce moment-là? Ça doit être complètement dingue, quoi. Ah bah, là, tu passes par toutes les émotions, inimaginables. C'est-à-dire que j'étais, complètement paniquée, j'étais dans l'angoisse et en même temps, j'étais, soulagée de me dire que j'allais enfin recevoir cette greffe et que j'allais pouvoir vivre, que j'allais pouvoir faire plein de choses. J'avais fait toute une liste avant d'être greffée sur, ce que je voulais faire après. Ah, c'est trop beau. Heu, refaire ma garde-robe, aller à l'école, Oh. voyager et cetera, c'était ouais, c'était ma liste de souhaits que je voulais faire et puis, bah, forcément du stress parce que tu te dis: «Ça y est quoi, là, on y va, il y a la vie qui t'attend». Et donc c'est tout un mélange en fait d'émotions. Il y a de la peur et en même temps du soulagement et hem et voilà donc je sais pas, j'ai pas pleuré en tout cas, j'ai réussi à garder mon calme peut-être et hem et puis de toute façon, je savais qu'il fallait que j'y aille quoi. J'avais envie de vivre donc forcément, je voulais pas passer à côté de De cette greffe, bah, ouais. cette greffe, c'est ça. Donc Et de quoi tu avais le plus peur, Clémence? j'avais le plus peur que cette greffe ne marche pas. Ah oui, bah, oui, bien sûr. J'avais beaucoup peur de l'après, en fait. C'était pas tant l'opération, mais pourtant on sait très bien que, bah, quand on se fait opérer, il y a toujours des risques. On m'avait bien dit qu'il pourrait y avoir des risques que j'y reste sur la table d'opération, mais c'était même pas tant ça qui me faisait peur, c'était vraiment le après, quoi. Et si ça marche pas? Et si en fait, bah, enfin, c'était pas compatible, quoi. Le greffon, ne me convenait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je Bien deviens? sûr. Donc c'est beaucoup de questions en fait que tu te poses et auxquelles j'aurais voulu qu'on me réponde aussi il y a 15 ans. Bah, oui. C'est sûr qu'avant, il y avait pas, parce qu'on parle des méfaits d'Instagram et cetera, mais là, pour le coup, toi, tu Il y apportes avait énormément de choses grâce à mmh, ton Instagram et c'est vrai que ça t'aurait fait sûrement du bien d'avoir une nana comme toi qui en parle ouvertement, à qui tu puisses, poser tes questions, c'est sûr que complètement. ça aide énormément de gens, Bah, ça, j'en doute pas. c'est des épreuves qui sont assez dures et assez lourdes et c'est vrai que alors j'ai échangé un petit peu avec des personnes qui sont passées par là, sur Skyblog, mais c'est vrai que j'ai connu aussi des personnes, bah, qui sont décédées, après leur greffe Ah ou oui, alors faute de donneur aussi. Donc c'est vrai que ça a été enfin, c'est toujours très dur parce que tu sais pas en fait, tu vas, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que je vais finir comme elle? Enfin voilà, c'est des questions qu'on se pose, puis au bout d'un moment, tu te dis: «De toute façon, si tu y vas pas, tu sauras jamais». oui, Donc c'est heu, vrai. c'était soit ça, soit de toute façon, je partais, même avant ma greffe donc autant, autant se dire: «Il faut y aller» et puis, bah, j'ai bien fait puisque ça fait 15 ans que je suis C'est greffée, que tout va incroyable. bien. Ouais, ouais, c'est génial. Donc Et les qui est peut-être une question bête, mais les poumons, que tu as viennent de la mmh même personne? oui, 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 ils viennent de la même personne, je ne connais pas cette personne-là, je ne connais pas sa famille, enfin ça reste, complètement anonyme et je n'ai jamais cherché à savoir qui c'était. Je préfère avoir une image de la personne, qui m'a donné ses organes plutôt que de la connaître. Je sais qu'il y en a qui cherchent les familles et cetera, ça les intéresse. Moi, c'est pas quelque chose que je veux. Ouais, je Je comprends. préfère avoir une image à moi et garder cette belle image
Et voilà, après je sais la seule chose que je sais, c'est que c'était un enfant, voilà, qui devait avoir à peu près mon âge, donc j'ai eu les poumons d'un enfant, heu, donc ça correspondait parfaitement, on va dire, à ma corpulence parce que Ah oui. forcément, j'avais 15 ans, donc 16 ans. Donc voilà, c'est la seule chose que je sais, après le reste, je ne sais pas et je ne peux pas savoir. Oui, mais tu as probablement, raison. Ouais, Ça je voilà. fais mieux je trouve. Ouais, ouais, ça sert à rien. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Je comprends tout à fait ton point de vue et donc tu te réveilles, après cette opération. Mmh mh. À quel moment tu as su que cette opération avait «fonctionné» entre guillemets, que tu étais compatible et que ça se passerait bien? Alors je dirais qu'il y a eu à 2 moments. Il y a eu, le moment où on m'a extubée, donc ça a été 2 jours après l'opération parce que j'ai été, greffée donc dans la nuit du 19 novembre 2006 et forcément, après tu es tellement dans le brouillard avec, l'anesthésie que tu te réveilles pas tout de suite et quand je me suis réveillée, j'étais intubée, j'étais perfusée de tous les côtés et cetera et quand ils m'ont enlevé le tuyau de la gorge, donc ils m'ont extubée, là j'ai ça m'a fait une sensation, mais c'est ce que je dis toujours, complètement, inexplicable. C'est inexplicable parce que, je respirais d'une telle facilité que, je n'y croyais même pas, en fait. J'avais pas du tout l'impression que c'était moi qui respirais, que c'était réel, en fait et c'était assez, impressionnant et en même temps, c'était déboussolant. J'étais perdue et je me souviens très bien, je cherchais mes petites lunettes d'oxygène que j'avais toujours l'habitude d'avoir sur moi, forcément et les médecins me l'ont récupéré en me disant: «Non, mais ça, tu oublies, tu as pas tu as plus besoin, Ah! tu les laisses». Le choc. Ça a été, ouais, sur le moment, en fait, j'y croyais pas. Je me suis dit: «Mais c'est moi qui respire là aussi, aussi facilement, sans aucune gêne respiratoire». Enfin, c'était assez impressionnant et c'est là où je me suis dit: «OK, bah, c'est fait quoi, c'est OK, ça marche, mais le chemin il est pas voilà, il y a encore du chemin à faire et je suis pas encore sortie». Et je pense que ça a été, la deuxième fois quand je suis sortie, alors enfin, ouais, j'étais déjà sortie de réa, mais c'était vraiment quand j'ai quitté l'hôpital, le 29 décembre. C'est-à-dire je suis restée, 1 mois et demi pour, une greffe et je suis sortie officiellement de l'hôpital le 29 décembre et je me souviens même quelques jours avant quand j'étais dans la chambre, mais je tournais en rond, j'avais qu'une envie, c'était de sortir, j'en pouvais plus en fait et les médecins le voyaient très bien, j'étais tout le temps debout, j'étais tout le temps habillée, je faisais tout comme si, j'étais, je sais pas, chez moi ou pour sortir et donc le 29 décembre, ouais, je suis sortie officiellement de l'hôpital et là, je me suis dit: «OK, ben, tu peux kiffer ta vie maintenant, on t'en a offert une nouvelle donc maintenant c'est à toi d'en profiter tout en faisant attention bien évidemment parce qu'il y a rien d'acquis donc il faut que tu fasses attention, mais que tu kiffes». Et je pense beaucoup à tes parents, depuis Mmh mh. le moi aussi depuis le début de cette interview. T comment je sais même pas, je sais même pas comment me poser ma question dans le sens où Comment ils comment l'ont i vécu? ouais, mais enfin, j'imagine bien comment ils l'ont vécu, mais comment ils ont fait, quoi? Enfin, comment et qu'est-ce qu'ils t'ont fait ressentir? Est-ce qu'ils ont réussi à garder le sourire, à te tu vois? Comment est-ce qu'on gère ça, en fait, quand on est parent, en fait? Alors je pense que, dans ma famille, on a un humour qui est assez, très second degré, un peu humour noir et c'est con, mais je sais que c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui. C'est bizarre à dire, mais je sais pas, il y a ce côté humour où je vais prendre vraiment les choses, je sais que c'est sérieux, mais je vais toujours prendre du recul et le prendre, à la rigolade tout en sachant que c'est sérieux. Et je pense que c'est aussi, leur amour et leur soutien et de toujours essayer de faire bonne figure devant moi.
de pas montrer qu'ils étaient inquiets, qu'ils étaient stressés, qu'ils avaient peur. Ils ont réussi à garder ça pour eux, je pense, vraiment le enfin encaisser Bah, ouais. et peut-être, craquer, quand ils étaient tout seuls ou quand ils enfin pas devant moi en tout cas Mmh. et ça m'a énormément aidée parce que moi j'avais beaucoup d'angoisse, j'avais beaucoup de peur et cetera et ils arrivaient toujours à trouver les bons mots, à me remonter le moral et ils étaient hyper confiants en fait, donc ça m'a, je pense, énormément aidée et puis il y a aussi le fait qu'ils étaient très attentionnés, ils prenaient tout, oui, tout au sérieux, mais il y a aussi le fait que enfin, ils m'ont élevée, heu, d'une telle façon qu'aujourd'hui je suis capable de me gérer avec mes traitements. Je sais ce que je dois faire et cetera et voilà, donc je pense que c'est sûr que ça a été hyper, hyper dur pour eux, mais en tout cas, ils m'ont jamais laissé percevoir. Et pour moi, ils ont une force mentale, assez hallucinante et je pense qu'ils me l'ont transmise parce qu'aujourd'hui, voilà, j'arrive à prendre beaucoup de recul et quand il y a des nouvelles problématiques qui va m'arriver comme le covid il y a pas longtemps, j'arrive à me dire: «OK, il est là, ben, c'est voilà, c'est comme ça, tu pas le choix, tu peux que l'accepter donc maintenant qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir, tu vas te bouger, tu vas et voilà et je sais pas, en fait, je m'auto-stimule, en fait. Je me dis: «OK, il est là, de toute façon, tu peux rien faire», donc au lieu de te lamenter sur ton sort, bah, tu go, quoi. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, bravo, ouais. Comme tu dis, enfin, tes parents, je pense qu'ils ont un mental de fou et Ouais. toi aussi. Enfin, je pense que quand on a vécu quelque chose comme ça et d'ailleurs, ça sera une de mes prochaines questions, de parler de ton rapport à la vie. Mmh mh. Mais d'abord, je voulais quand même refaire un petit, focus sur, bah, les personnes qui attendent, des dons d'organes. Encore dans l'un de tes posts sont hyper intéressants et hyper instructifs. Tu expliques que chaque année, je ne sais pas de quelle année tu parles ou si c'est une moyenne, 26 000 personnes attendent leur don d'organes et qu'il y en a eu 1 900 sur une année qui et ce qui enfin 1 900 pardon, donneurs sur une année Mmh mh. et qui permettent de réaliser 5 900 greffes. Et donc ma question, c'est, qui peut faire des dons d'organes? C'est-à-dire qu'on peut faire, et qui peut faire des dons d'organes et quel organe peut-on donner? Bien entendu, quand on est un être humain en vie Mmh mh. et sinon et même, si c'est pas le cas, quels sont les organes que l'on peut donner? Quelles sont les conditions? Tu vois? Comprendre un petit peu, comment ça fonctionne. Oui, alors, aujourd'hui et depuis, 2017, on est tous donneurs présumés d'organes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus personne qui a besoin d'une carte de donneur, qui a besoin voilà, de cette fameuse, carte qu'on avait il y a quelques années. On l'est tous donneurs, sauf si on s'enregistre sur le registre des refus. Ah bah, tu vois, ça je savais pas du tout. Et ben voilà, donc si tu n'es pas inscrite et que tu t'arrive un problème un jour, tu es potentiellement donneuse d'organes, D'accord. mais tu peux choisir lesquels tu veux donner et surtout, il faut pas oublier aussi d'en parler à ses proches, en fait. C'est le fait d'en parler à ses proches, de dire: «Bah, voilà, moi, s'il m'arrive quelque chose, je souhaite, donner mes organes, enfin faire don de mes organes, mais tu as plus besoin de cette carte-là. Si tu veux juste pas les donner, enfin, il faut juste s'inscrire sur le registre de refus et les organes qu'on peut donner, c'est, le foie, les reins, les poumons, le cœur, la cornée, les tissus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le pancréas. En fait, tous les organes, qui sont potentiellement, bah, enfin Ouais, qui que tu sont peux donner quoi, qui sont, vitaux, enfin, ouais, voilà, ouais. c'est ça, vitaux. Mmh. Je trouvais plus le mot, mais et que tu peux faire don. Donc voilà, donc il y a tout ça et ça peut sauver, une personne peut sauver jusqu'à 7 vies. Donc c'est quand même, C'est assez incroyable énorme de se ça. dire Ouais. que tu pars et tu as sauvé 7 vies quand même. Enfin moi je trouve que c'est assez incroyable. Ah ouais, c'est incroyable et ça, c'est quelque Heu, chose que enfin, moi, je savais pas, en fait. Je pensais que enfin, ouais, non, je j'avais pas, réalisé, en fait. Mais c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est énorme, clairement.
Disons que quand tu es pas dans le tu es pas en fait, c'est un peu le problème du don d'organes, c'est que tant qu'on n'y a pas été confronté, j'arrive plus à parler, pardon, de près ou de loin, c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu vas parler, au quotidien Bah comme non, ça, dire, bah non. «Oh tiens, au fait», Oui, donc tout à forcément, fait. c'est un peu compliqué, mais malheureusement, bah, ça fait partie de la vie, donc c'est important aussi de faire part de ses choix. C'est vrai, tout à fait. Et alors aujourd'hui, ça fait 15 ans que Mmh tu mh. vis avec, des poumons, tout frais. Ouais. Comment ça se passe pour toi? Parce que c'est vrai qu'à travers, encore une fois, ton compte Instagram, tu as l'air, rayonnante, souriante, pleine de vie, pleine de peps. Heu, donc est-ce que c'est bon maintenant, tu as pris ton envol, tu fais, tes choix de vie, tu vis la vie comme tu as envie de la vivre? Comment ça se passe pour toi? Je vis la vie comme j'ai envie de la vivre. Ouais, depuis que j'ai été greffée, en fait, à partir du moment où je suis sortie de l'hôpital, alors, les débuts, ça a été très compliqué. La première année, c'était très dur parce que quand, c'est un peu ce que je dis, c'est que quand tu sors de l'hôpital et que, ben, tu as cette nouvelle vie et que tu as pas eu l'habitude de pouvoir faire ce que tu voulais, d'être indépendante, et puis de respirer, comme, bah, voilà, comme enfin, sans aucune gêne. C'est, c'est assez perturbant et j'avais l'impression qu'on me lâchait, de nouveau dans la nature comme un animal en fait, «Tiens, c'est bon, tu es libre, pars et va faire ta vie», et j'étais complètement déboussolée parce que, bah, j'avais arrêté l'école, j'étais en troisième. Là, j'avais eu cette greffe qui me permettait de vivre, mais qu'est-ce que je voulais faire? Donc j'étais quand même assez perdue à cette époque-là, et ça a été, ouais, une première année assez compliquée parce que la première année aussi est toujours très décisive dans le sens où, ben, c'est un peu là où on voit si la greffe elle prend ou elle prend pas, et donc j'avais toujours mes rendez-vous à l'hôpital et puis, j'ai repris les cours. J'ai repris au collège en troisième, j'ai refait ma troisième. Et puis j'ai eu quelques autres petits soucis. J'ai du diabète qui est arrivé, de l'ostéoporose. Enfin bon, j'avais quelques petits problèmes, suite aux médicaments que je prenais. Heureusement, tout est revenu dans l'ordre. Donc j'ai plus de diabète. Bon, j'ai toujours de l'ostéoporose, mais en tout cas, j'ai déjà plus de diabète. Mais voilà, la première année, ça a été un peu compliqué, le temps que tout se mette en fait en place et que moi aussi je prenne, bah, de nouvelles habitudes, que j'ai de nouveaux repères. Donc c'était assez difficile, mais j'ai très vite pris goût à cette nouvelle vie. J'ai repris les cours et en fait, j'ai repris en 2007, et j'ai fini mes études en 2017. Donc en Ah fait, oui, j'ai enchaîné jusqu'à mon bac+5. génial. Ouais, en communication, et j'ai travaillé, j'ai fait de l'alternance, je suis partie vivre à Paris, enfin voilà, j'ai pas mal bougé, Est-ce que j'ai tu voyagé, venais d'où avant? Lyon, je suis de Ah Lyon, d'accord, donc tes parents sont à voilà. Lyon. Voilà, exactement, mes parents sont à Lyon, et moi je suis partie faire mes études à Paris, et en fait après j'y suis restée, donc voilà, Et tu fais quoi d'ailleurs comme job aujourd'hui? et aujourd'hui je suis chargée de communication. Génial. Tu fais ce que Voilà. tu aimes? Je fais ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé, donc je m'éclate, c'est cool, et en parallèle, bah, j'ai ce fameux compte Instagram, que voilà, que j'essaye de de garder un peu en vie parce que je trouve de moins en moins le temps de de le gérer. Mais en tout cas, ouais, c'est cool parce que je fais ce que j'aime, et je trouve que c'est hyper important, et puis, ça me permet aussi à côté, bah, de profiter, de voyager et de profiter de mes proches aussi, voilà, d'avoir une vie normale, en fait. Exactement. Et ces poumons, alors question un petit peu, je sais pas si c'est une question bizarre, mais, du coup, ces nouveaux poumons, comment dire? Tu n'auras plus jamais enfin, plus jamais, on sait pas si on aura des problèmes de poumons, n'importe qui, enfin, on peut pas le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est avec ces poumons-là, potentiellement, tu n'auras plus jamais de problème de poumons et de respiration. Ça serait bien, mais non. Ah, c'est pas ça? Non, mais c'est pas grave, enfin t'inquiète, non, en fait, la greffe, a une durée de vie. Alors, on sait pas de combien de temps. C'est pour ça qu'il y a des personnes, qui vont être greffées et dont la greffe, enfin le greffon va vivre 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans pour moi. J'en connais, ça fait 20 ans, même une, ça fait 25 ans qu'elle est greffée des poumons et elle va super, super bien. Donc en fait, c'est hyper aléatoire d'une personne à une autre.
tout dépend des poumons que tu as reçus, tout dépend aussi de comment tu en prends soin et on n'y pense peut-être pas, mais pour moi déjà le mental, enfin ton état d'esprit joue énormément là-dessus et aussi forcément, l'hygiène de ta vie, que tu peux lui offrir, quoi. Donc il y a tout ça. Maintenant, une greffe n'est pas éternelle malheureusement, donc je sais très bien qu'un jour je vais devoir, certainement, devoir, oui, bénéficier d'une nouvelle greffe. Ah Quand? Je oui, ne sais pas. oh là là. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas des choses auxquelles je pense parce que pour moi, il y a pas de raison que demain, tout dégringole. Donc c'est pour ça que je profite au maximum de la vie qui m'est offerte et j'essaye de pas y penser et puis quand le jour viendra, je sais ce qu'il faudra que je fasse puisque je suis déjà passée par là. Tout à fait. Mais l'avantage, c'est que, en 15 ans et même plus, si ça fera 20 ans, 25 ans, il y aura eu énormes progrès, dans la médecine donc je pense que je serai même encore plus confiante qu'il y a quelques années C'est vrai, et tu as tout à fait raison. puis voilà et puis j'en connais plein qui se sont fait greffer 2 fois et qui vont bien, voilà. Mais ça, je peux pas savoir, quand est-ce que ça va arriver, c'est on En tout verra à cas, ce moment-là. c'est tout à fait et je te souhaite que ça dure, 50 ans, 60 ans, 80 ans, le Merci, plus c'est vrai, longtemps possible, vraiment, mais j'aimerais bien. ouais, je te le souhaite de tout cœur, que ton mental ait un effet magique, sur toi et vraiment je te le souhaite. En tout cas, je suis, mais hyper admiratif de ce que tu vis, c'est enfin, c'est incroyable, quoi. Pour moi, tu es un espèce de super héros, clairement. C'est assez dingue. Il y avait autre chose qui Dis-moi. Mmh. m'intriguait. Vas-y. Tu expliques encore une fois dans l'un de tes posts, oui, j'ai parcouru ton compte Instagram en long, en large, et en travers, parce que tu apprends beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses. Tu expliques qu'être greffé, c'est ne pas boire d'alcool, ne pas manger de pamplemousse et Mmh entre mh. autres, ne pas s'exposer au soleil sans protection. Pourquoi? Alors, le pamplemousse a des interactions avec les anti-rejets qu'on prend et qui fait qu'en fait l'anti-rejet ne sera plus aussi efficace, voire même peut-être pas du tout efficace si on prend du pamplemousse à côté. Mais qu'on en mange ou qu'on en boive, le pamplemousse, il est clairement prescrit de notre régime alimentaire. Ensuite, il y a, l'exposition au soleil puisque les anti-rejets en fait, hem, comment dire? On a beaucoup moins de défense immunitaire que quelqu'un de normal, qui n'en prend pas en fait plutôt et on est beaucoup plus susceptible de développer des cancers de la peau. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a aussi rendez-vous, tous les ans, chez un dermatologue, pour, qu'on contrôle notre peau parce que, on peut être, ouais, il y a plus de chances qu'une personne greffée, développe un cancer de la peau, suite à l'exposition au soleil à cause des anti-rejets. En fait, les anti-rejets nous permettent de nous maintenir en vie, de garder ce greffon en vie, mais en même temps, ils nous apportent pas mal de petits effets secondaires, enfin petits et grands, parce qu'il y a des personnes qui ont de sacrés effets secondaires. Moi, j'ai de la chance, je supporte bien ce traitement, mais il y a des personnes où c'est beaucoup plus compliqué, heu et qui ont effectivement aussi développé des cancers, Oh qui putain. ont eu des gros soucis par rapport à ça. Donc ça et puis l'alcool forcément, parce qu'en fait avec tous les médicaments qu'on prend, alors c'est pas forcément, interdit, genre vraiment tu ne bois pas une goutte d'alcool, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt contre-indiqué dans le sens où avec tous les médicaments qu'on prend et surtout les anti-rejets, ça fait pas bon ménage, quoi. Mais ça, c'est comme si tu prends, un Efferalgan et cetera. On sait très bien qu'il y a des médicaments avec l'alcool, c'est pas le mélange le plus, enfin le mélange le mieux, quoi. Ouais, bien Donc sûr, à éviter, quoi. voilà, plutôt à Mmh. éviter, mais par contre, ouais, pamplemousse, ça on oublie totalement et l'exposition au soleil, après, si on est comme moi, on aime bien bronzer, on met de la crème 50 et puis on bronze pas aux heures de de midi à Et de à toute façon, 16:00, voilà c'est et ce puis qu'on de toute devrait façon tous faire, hein, voilà, exactement donc dans clairement. tous les cas, franchement ça change pas grand-chose, c'est ouais, c'est des habitudes à prendre mais
je préfère ça que enfin, ouais, je préfère ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc aujourd'hui, j'avais quand même une question parce que tu avais fait une liste, donc avant d'être greffée, des choses que tu Mmh. avais envie de faire dans ta vie. Ouais. Quoi cette liste? Il y avait quoi dedans? Alors sur cette liste, il y avait déjà de retourner à l'école. Je détestais pourtant ça, mais le fait d'être avec des gens à longueur de journée, avec mes copains et cetera, ça me manquait beaucoup. Donc de retourner à l'école, donc ça c'est bon, je l'ai fait, jusqu'à mes 17 ans, 27 ans pardon. Voyager, voyager, j'adore voyager, en fait ma mère m'a toujours habituée quand on était petite avec ma sœur à nous emmener, partout, là où on pouvait. Donc voilà, j'ai fait pas mal de voyages, de pays, même avant ma greffe, on était partis à La Réunion, on avait fait la Martinique, enfin voilà, on avait fait des beaux voyages et je m'étais toujours dit que je retournerais à La Réunion parce que j'avais adoré et qu'en fait j'adore voyager, j'adore bouger, je pense que j'ai tellement été, limitée, jusqu'à mes 15 ans dans mes faits et gestes, d'être dépendante de tout et de tout le monde, qu'aujourd'hui je supporte plus, rien faire. Je dis Ouais, pas je que comprends. je suis tout le temps, à droite et à gauche. J'aime bien aussi passer des week-ends, de repos chez moi, rien faire. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. J'ai trop la bougeotte, en fait, faut que je fasse des choses, quoi. Sinon c'est pas possible. Donc voilà, j'avais ces voyages-là, retourner à l'école, faire du sport, faire du badminton, parce que j'adore le badminton, mais en fait, il s'avère que finalement le sport et moi, c'est pas du tout, on n'est pas du tout potes. Ah merde. Ouais, bon, j'ai un peu mis ça de côté et puis, c'était aussi de refaire ma garde-robe parce que, bah, forcément, j'étais hyper maigre avant la greffe. Je pesais, je crois, 34 kilogrammes, quelque chose comme ça. Ah oui, waouh. Ouais, j'étais très maigre et du coup, je savais très bien qu'après j'allais prendre du poids parce que mon corps a complètement, changé et évolué. Donc voilà, faire du shopping, faire les magasins. En fait, c'était faire des choses simples de la vie qu'on fait tous les jours, mais que je ne pouvais plus moi faire toute seule Bien ou sûr. faire tout simplement. Donc Et maintenant tu manges, normalement? Tu as maintenant l'appétit? je mange pour 4 maintenant. Génial! Ouais, ouais, j'adore manger, Génial. ça impressionne toujours tout le monde quand ils voient, tout ce que je mange. Je crois que je me rattrape et après j'ai de la chance de pas non plus grossir donc voilà. Mais heu, mais ouais, ouais, je mange, puis, c'est trop cool. C'est J'aime génial. trop. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce que, donc je rebondis tu me parles de tu adores bouger, tu adores Mmh. voyager et j'avais justement une question. Est-ce que quand on vit, la vie que tu as vécue, les expériences, voilà ce que tu as vécu là, est-ce que tu as pas parfois envie de justement, ben, plaquer ton quotidien pour aller vivre une vie carrément de nomade et partir, voyager à travers le monde, et faire tout ce que justement tu pouvais pas faire, en fait? Mmh mh. Si, je me suis posé cette question plein de fois. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu pars pas là? Tu prends un billet d'avion, tu vas faire ton petit tour du monde». C'est ça ton Si, rêve? ça Tu voudrais faire un fait tour du monde? pas forcément un tour du monde, mais en tout cas, voyager, ouais, voyager en fait et profiter, tout en travaillant, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup et qui me travaille de plus en plus parce que, bah, il y a eu, cette période aussi Covid qui m'a refait vivre des souvenirs où il fallait rester enfermé Ah là là. et Mmh. cetera, où je l'ai bien vécu parce que c'est quelque chose que j'avais déjà vécu, mais c'est aussi dur, dans le sens où, bah, ça m'a replongée, ouais, dans ces fameux souvenirs. Je me suis dit: «Mais on est là, on fait rien alors qu'on a toute la vie, bah, qui est là et on pourrait en profiter donc voilà, il y a plein de fois où je me suis dit: «Mais casse-toi quoi, prends un billet d'avion et va kiffer ta vie». Puis il y a les petits trucs du quotidien qui me disent: «Non, mais attends, mais» voilà, tu vois les petites voix que pour l'instant c'est un vrai, je sais pas si j'arriverai à franchir le pas aussi. Le fait de partir toute seule, j'avoue que c'est quelque chose qui me freine pas mal, Bien sûr. parce que c'est aussi une organisation au niveau des traitements. Il faudrait voir ce qui est possible, donc voilà, il faudrait que je me renseigne un peu plus en détail, puisque là, en plus, avec le Covid,
ça complique encore plus les choses, C'est mais vrai. si, si, c'est quelque chose auquel j'ai déjà, pensé depuis longtemps et qui est toujours au coin de ma tête, donc et encore plus depuis que j'ai fêté mes 15 ans de greffe au mois de novembre, je me dis que là, peut-être falloir que je passe le cap un jour. Que tu marques le coup. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Tu sais que ça me fait penser qu'il y a des sites et j'avais, d'ailleurs interviewé, Tiphaine qui a fait, le tour de l'Europe et le tour de l'Afrique toute seule à vélo, et pas toute seule en fait, c'est justement Ouais. là-dessus. Enfin, elle a fait le tour de l'Europe toute seule et en fait, pour faire le tour de l'Europe, toute seule en Afrique, elle est passée par un site qui te permet de trouver une personne qui peut t'accompagner. Et donc très, très drôle comme histoire, parce que sa famille avait peur pour elle, qu'elle parte en Mmh Afrique mh. toute seule et cetera. Donc elle va sur ce site, elle, cherche une personne pour voyager avec elle et donc elle part avec un jeune homme de son âge à peu près. Il s'avère qu'aujourd'hui c'est son conjoint, ils vivent ensemble depuis des années, donc c'est une histoire Énorme. assez incroyable. Donc tout ça pour te dire qu'il y a des sites aussi, qui peuvent te permettre de rencontrer des personnes pour partir justement faire un tour du monde ou un voyage sur plusieurs mois avec une autre personne. Et bah, parfait, je regarderai ça de plus près alors. Voilà, petit Oh bah, c'est tips. cool. Merci. Beh, avec plaisir. Écoute Clémence, merci infiniment pour ce témoignage, hyper, émouvant, on va pas se mentir. Hyper émouvant, hyper, inspirant aussi évidemment. J'ai, un petit rituel à la fin de chaque épisode, c'est que je Oui. je pose 2 questions à mes invités. Donc la première question, c'est savoir est-ce que tu as, et j'imagine que oui, un mantra ou une philosophie de vie qui te guide, du coup, dans ta vie au quotidien? Mmh. Est-ce que j'ai un mantra? En fait, oui, mais je dois en avoir plusieurs. Voilà. Hem, Comment je pourrais dire ça? C'est, bah, pour moi, c'est, vis tes rêves à fond et ne regrette rien. Ouais, bah, ouais, bah, tu complètement raison. Mmh. Et l'autre question que je pose, mais tu nous en as un petit peu parlé, enfin que tu avais fait une liste, à tes 15 ans et cetera, mais la question Ouais. que je pose, c'est surtout, quel était ton rêve de petite fille et est-ce que tu en avais un en particulier? Oui, j'en avais un. Mon rêve, c'était d'être chirurgienne. Ah! Mais c'est incroyable! Voilà, c'est, en fait, de toujours avoir cette, en fait, d'aider les autres, comme si je sentais qu'il fallait que je rende l'appareil et heu et en fait, voilà, de ce côté, humain et de guider et aider les personnes. C'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà. Malheureusement, bah, chirurgienne, c'est pas du tout vers quoi je me suis dirigée. Déjà parce que c'était un peu compliqué avec ma santé où c'était absolument pas du tout, recommandé. Mais aujourd'hui j'aide les personnes, d'une autre manière et ça me convient pour l'instant. Tout Mais à voilà, fait. c'était mon rêve, voilà, qui a pris une autre forme aujourd'hui. Oui, tu es une sorte de chirurgienne qui passe par l'aide psychologique, en fait. Voilà, voilà exactement. C'est pas mal ça. Ouais et ben écoute, c'est génial, c'est formidable. Je te souhaite énormément de Merci bonheur, Sandra. de réussite, plein, plein de bonnes ondes pour toi Clémence et une très belle après-midi à toi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup Sandra de m'avoir accueillie à ton podcast. Merci Ça à m'a toi fait très Clémence. plaisir. Bonne Génial. journée. Merci, salut Clémence. Salut.